Est-ce que il y a des choses que vous voudriez partager qui vous sont venues pendant la pause? Je trouve quand même il y a beaucoup de jeunes non, qui s'intéressent au bouddhisme. Oui, oui. Voilà. Peut-être que j'ai raison. Oui. Hein, Alors ça dépend des sujets. C'est pas tous les sujets, mais oui, il y a des sujets qui semblent être un peu plus. Ouais. Je me faisais la réflexion, je trouvais ça surprenant que ça fait que 50 ans qu'en Occident s'intéresse à l'esprit humain. Je trouve ça. Une centaine d'années. 100 ans, mais 100 ans. Alors, dans ces modalités-là, mais je pense qu'il y a quand même une tradition contemplative, quand même, Chez les moines. chez les moines chrétiens. C'est l'affaire de l'église et des prêtres et des Oui, moines. oui. Après, il y a aussi les thérapeutes comment on appelle ça, qui étaient un peu entre contemplatifs et thérapeutes. Je ne sais plus comment ils appellent ça. C'était qui étaient dans la chrétienté, thérapeutes, je ne sais plus. Ah, je sais pas. Je sais plus le nom. Les exorcistes. Les exorcistes. Ouais, ça pouvait être une forme de thérapie. Mais on prenait conscience déjà de l'âme, ou peut-être qu'il l'appelait autrement, mais bien au temps des pharaons et bien avant. On en prenait déjà conscience, en fait. Ils avaient déjà, comment dire, cette approche avec la mort, l'au-delà. Satan dans un sujet autre, certes. Parfois, ils utilisaient le mot âme, parfois, ils utilisent autant le mot conscience. Peut-être que la psychologie n'est qu'un dérivé de la philosophie qui existe depuis des milliers et des milliers d'années. Ou alors entre le curé et le confessionnal. On allait au confessionnal, on lui lâchait tout et on se barrait. Bah, aujourd'hui, il faut juste payer avant. Et il n'y a pas de foi dedans. Mais je crois que la conscience, on en a... C'est gratuit, hein, la confession. Hein. La constance est là depuis des milliers et des milliers d'années. Tout à l'heure, je vous entendais... Mais quelle est cette régression humaine, en fait? Parce que l'évolution technologique, elle est parfaite, il n'y a aucun problème. N'est-ce pas un luxe chez des États riches, c'est ça, je pose mes mots, parce que je suis désolée, mais chez l'enfant, typiquement du Rwanda, il y a quelques années en arrière, 2 décennies en arrière, je suppose qu'il n'était pas le matin en se levant, putain, je marche sur la pierre blanche au moins parce que je ne sais pas trop mes émotions. Non, la priorité. Est-ce que c'est un manque de priorité? Est-ce qu'on a tellement de tout que l'on devient si individuel? Comment on peut régresser à ce point-là? Même le Cro-Magnon est marché en groupe. Aujourd'hui, surtout l'ère avant, il y a eu un avant et un après Internet. Après Internet, tout le monde veut être célèbre. Autrefois, alors que je suis la plus grande des féministes, les parents servaient à quoi? Ils servaient de repère. C'était vraiment une muraille pour tout, autrefois. C'est-à-dire, il y a des siècles et des siècles et des siècles, on arrive à avoir des millions de siècles. Les parents servaient à quoi? À être des remparts. Aujourd'hui, bah écoute, t'as 18 ans, bah, t'as 16 ans, voir, je t'émancipe, pas parce que tu me saoules, quoi. On a un petit peu passé trop de temps ensemble, j'ai pas trop réfléchi. Donc l'individuel est devenu dans l'individuel, etc. Oui, alors peut-être qu'il y a trop de cicatrices, parce que c'est vrai que tout a changé. Tout a changé. Les parents sont plus tout à fait des parents, les enfants, on les déteste presque, alors que c'est nous qui les avons mis au monde. Ça dépend des cultures. Je ne sais pas. Ça dépend des cultures. Bah, je trouve que c'est chez les peuples qui peuvent se le permettre, Oui, où il y a ce manque de priorité tellement que l'on est trop introverti sur c'est un soi. peu vrai. Alors que ceux où il y a la guerre, la famine, etc., C'est vrai. ils se posent quand même d'autres questions. Quand ils ont peut-être certainement le luxe de pouvoir manger, boire comme ils peuvent, après ils tendent vers « Ah, moi je suis pas trop bien aujourd'hui ». Mais bon, ce n'est comme on... Est-ce que tu veux réagir sur... Oui, par exemple, moi je trouve ça intéressant parce que ça nous dit effectivement que quand on est pris dans des situations dramatiques, vitales, on n'a pas le temps de se poser ces questions. Quand il faut, moi je me rappelle, je travaillais à l'espace Murgeon à l'hôpital de Fernand Vidal avec les toxicomanes, à côté de la gare du Nord. Tu vois la situation, les toxicomanes, voilà. Donc ils déboulaient comme ça. La première chose, on n'allait pas leur faire une psychothérapie. La première chose qu'on faisait, je me rappelle avec ma copine, l'assistante sociale, on allait à la cafétéria, on prenait un plateau, on leur donnait à manger et on s'asseyait, voilà.
Hein, on discutait comme ça une fois qu'ils avaient mangé et tout. Et là, c'était, ils étaient souvent plusieurs. Donc, bon, ben voilà, là, ils commençaient à discuter. Et donc, ça, c'est clair. Quant à la guerre, tu vas pas te dire, bon, ça, c'est évident. La deuxième chose, c'est, je me dis, ben oui, ce que tu dis, c'est vachement, enfin, c'est pas marrant, mais c'est intéressant parce que, alors, quand on n'a plus la guerre et quand on n'a plus des graves problèmes, des graves difficultés de survie, en fait, eh ben, on n'est pas plus heureux. On a tout, on a la richesse, on a à manger, on a à boire, on a tout ce qu'il nous faut. On peut s'habiller, on n'est pas tout nu dans la rue, tu vois. Et ben, qu'est-ce qu'on constate? Mais c'est pour ça. Eh ben, on est pas mal, on est quand même malheureux. On n'est pas plus heureux pour ça. Donc c'est ça, moi, que ça m'évoque, ce que tu dis. Mais moi, ce qui m'évoque, c'est qu'en fait, nous-mêmes, peut-être qu'on n'a pas connu la guerre, mais en fait, on est des descendants de personnes qui ont connu la guerre, et je pense qu'il y a des traumatismes qui se transmettent vraiment, en fait, et que le manque qu'on peut connaître ou des choses comme ça, c'est aussi l'expression de la guerre, et des peurs, et des choses qui se transmettent de génération en génération. Oui, 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 ça aussi, oui. Il y a toujours eu des Donc guerres. il y a un résultat, Et il y a même eu des guerres de religion. bien sûr. C'est- Oui. Oui, mais enfin. Oui, mais Alors, est-ce que le mal-être, ce n'est pas un manque d'amour inconditionnel? Parce que quand on ne se sent pas riche à l'intérieur, quand on ne se sent pas aimé, puisqu'on parle d'amour, bien évidemment inconditionnel, qu'il soit celui de ses amis, d'un voisin, vous avez dit une personne. Écoutez, moi tout à l'heure, j'ai vécu une expérience fantastique. Je suis multiculture, bien entendu, ça ne se voit pas, mais c'est comme ça. Je n'ai pas choisi non plus. J'arrive à la place République, il y a des évangélistes qui me tombent dessus. Ils me parlent de Jésus, non mais c'est un truc de ouf. Et ils me parlent de Jésus, et à un moment donné, elle m'a dit, on va venir tous sur toi et on va lire une prière. Peu importe la prière. C'est alpha, bêta, comme dirait l'autre, c'est la maison de Dieu. Peu importe. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon cœur parce que c'était de l'amour que je recevais. Peu importe. C'est comme pour moi, c'est comme s'il me parlait anglais ou allemand, que je ne parle pas très bien l'allemand, entre autres. C'était juste de l'amour que je recevais en plein milieu d'une place improbable. Mais voilà, est-ce que c'est pas cet amour où on s'arrête à cet amour? Non, il aurait dû venir plutôt du Maroc. Ah, je suis mal barrée, hein. Est-ce que c'est pas juste de l'amour, en fait, être aimé, tout simplement, par les siens, des gens? Être bien C'est entouré pas ça, le socialement mal-être. aussi, dans sa famille. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça, je pense que pour le mal-être. La question Tant pour le d'amour. mal-être que pour les addictions d'ailleurs. Hein. Je pense que l'entourage et dans quel environnement on a grandi, est-ce qu'il y avait de l'amour inconditionnel, est-ce que je pense que c'est des choses qui sont. Le lien, la solitude, les ruminations est plus importante quand tu es seul. Tu as dû voir beaucoup de patients pas bien parce que manque de lien, manque de. Mais à la base, c'est pas la mère. Il y en a un, c'était Freud qui disait que c'est à la base, c'est la mère. Il n'était pas aimé par la mère et c'est ça qui joue beaucoup. Non, ça n'a rien à voir. Dit comme ça, c'est un peu rude parce que ça fait des mères des êtres malfaisants et coupables d'emblée, donc, ce qui n'arrange pas les choses. Donc, moi, je peux pas voir. Il y a une mère, c'est comme un père du reste. Moi, je dis toujours, les parents, c'est quoi? C'est un petit bonhomme et une petite bonne femme qui font du mieux qu'ils peuvent. Ils ont eux-mêmes une histoire, ils ont été enfants, ils ont eu des parents, ils ont une histoire qui remonte encore, et ils ont des fragilités, des blessures à l'intérieur d'eux. Et à partir de là, ils ont des enfants. Et il y a des choses, ils ne peuvent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, il ne faut pas en faire des méchants. C'est pas qu'ils veulent pas, ils ne peuvent pas. Une mère qui a d'abord été un enfant, qui a été plus ou moins pas tout à fait bien écoutée ou quoi, comment est-ce qu'elle va écouter son enfant? Oui, mais il y en a qui sont jaloux parce que lui, le cadet, il est chouchouté et moi, elle s'en fout. Il y a ça aussi. Ça, c'est de la jalousie entre les frères et sœurs, mais ça existe toujours. Oui, Après- mais à la base, après, ça fait un mal-être quand même pour la personne. Il Bah, manque d'assurance, etc. Ça dépend sait comment pas. c'est pris par les parents, ça dépend comment c'est traité, quoi. Mais la jalousie qui augmente, ça fait pas un mal-être, hein. Ça fait de la haine, hein. Ah oui, comme un bel Ah, écart. on n'est pas dans le même registre, là, hein. Mais ça tourne mal, un bel écart. La jalousie et l'envie, quand ils augmentent, ça c'est... on change de registre, là, hein. Le mal-être, c'est... On est mal soi-même, ça, mais c'est pas le même... Le mal-être, c'est quand même pas un désespoir, quand même. Ça peut, il y a des personnes Moi, je qui pense que sont... ça peut oui, être bien assez sûr. lié. Hein. Ah, oui, oui, oui.
il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment... La mélancolie, c'est Parce que Peut-être que le mal-être, on a pris ce terme parce que justement il était un peu général. Tu vois, c'était pour pas préciser, on va parler de la dépression et uniquement de ça. Tous les mal-être de toutes les formes possibles. On voulait ouvrir le plus large possible. Mais le désespoir fait partie des un peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus grave ou un peu plus, voilà, t'as un mal-être léger au mal-être le plus c'est une profond. forme plus sérieuse. Des formes plus sérieuses comme la mélancolie, c'est qu'il y a de plus grave. La mélancolie, voilà, il n'y a pas pire que, enfin, il n'y a pas plus grave que la mélancolie. C'est gravissime. Après, tu as le désespoir, tu as des désespoirs profonds. Bon, après, il y a des nuances en fait, voilà, c'est comme dans les couleurs, tu as des nuances. En fait, On peut dire ça comme ça. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais que le désespoir est là, le mal-être est là, que on voit nos valeurs et que le mal-être il est là sous une forme différente sans doute. Oui, Donc déjà sous une forme un petit peu plus tranquille. atténué. Ouais. C'est important de voir aussi que le mal-être a des variations aussi dans son intensité. Oui, parce que Pour pas tout le à prendre fait. comme on-off, comme quelque chose qui est Ah oui, soit là non, sans non. arrêt à fond, En nuance. plein pot, ou complètement disparu. Oui, oui, non, non. Et de voir que la guérison du mal-être, je pense que c'est aussi de voir que il y a Toujours progressif. toujours des Ouais. étapes. Mais ce que tu disais sur l'époque où nous, on vit dans un pays en France où il n'y a pas de guerre, bon, il y a sans doute des problèmes, mais je pense qu'on a aussi, par rapport à des pays où les individus vivent en guerre, c'est que les valeurs, nous, on n'est pas obligé, quand on se lève le matin, de les cultiver parce qu'on n'a pas de grands problèmes. Et que parfois, les problèmes, c'est ce qui nous permet de cultiver des valeurs parce que c'est ce qui nous rattrape dans des moments difficiles où tout peut s'effondrer autour de nous. Et que nous, comme disait Eric, très individualistes, qu'est-ce qu'on cherche très souvent, parce qu'on a du temps aussi, c'est notre propre plaisir. Et on voit que, je pense, qu'un des effets secondaires de la recherche constante de son propre plaisir, c'est aussi le mal-être. Parce que c'est une déconstruction du système de sens à l'intérieur de notre esprit aussi. Parce que ce n'est que pour notre plaisir, et ça devient une avidité. Et si on a une avidité, on perpétue une forme de moi qui manque, moi qui ne peux pas trouver la satisfaction, moi qui suis dans le mécontentement, il faut que je me remplisse de quelque chose. Tu prépares demain, là. Hein? Tu prépares demain, là. Non, mais je prépare demain, mais je fais un truc sur les réseaux sociaux la semaine prochaine aussi. Parce que j'essaie de comprendre aussi à quel point les réseaux sociaux et l'usage excessif qu'on peut en avoir, ça perpétue sans arrêt le besoin de posséder quelque chose et en retour, ça déconstruit le rapport sain qu'on peut avoir à nous-mêmes, d'accepter aussi le vide. Normalement, la solitude, on devrait pouvoir la vivre complètement correctement. Sauf qu'à être sans arrêt en train de courir après quelque chose, il devient insupportable pour nous de ne pas avoir les choses qu'on veut. Et en France, on a un peu tout ce qu'on veut, mais on en veut encore plus. C'est ça le problème. On en veut encore plus, et courant après ces choses-là, on crée un grand vide à l'intérieur. Donc on pourrait dire, ouais, mais on a tout ce qu'il faut. C'est peut-être justement parce qu'on a tout ce qu'il faut qu'on crée parfois ce désespoir, cette angoisse profonde aussi. Parce qu'on manque de ce que tu disais, de la dernière acte, le E, c'est l'engagement aussi. La perspective. Des pays, je pense, qui vivent des situations où ils sont obligés de s'unir les uns les autres, ça les rappelle aux valeurs de la fraternité, ça leur rappelle de prendre soin des autres, l'importance de la santé, l'importance de la nourriture, des choses qui sont importantes et essentielles. Donc on ne peut pas non plus se dire « Ouais, t'as tout ce que tu veux, viens pas te plaindre ». Non, justement, parce que tu as tout ce que tu veux et que ton esprit ne cherche que ton propre plaisir, c'est normal qu'il y ait ce sous-produit dans ton esprit, qu'il y ait une forme d'angoisse ou une forme de mal-être peut-être, parce que voilà, toutes les conditions sont réunies. Oui, je me faisais la réflexion aussi par rapport à ça, c'est aussi la question du sens. La question du sens, en tout cas, c'est une question que je trouve importante. Puisque c'est aussi ce que m'a apporté le bouddhisme, c'est un sens. En fait, je trouve que des fois, on peut s'interroger sur le sens de la vie. En fait,
Enfin, en tout cas, des fois, c'est vrai que si on se pose la question qu'on n'a pas forcément de réponse, ça peut procurer une forme de mal-être. Et c'est vrai que du coup, en ce qui me concerne, le bouddhisme, ça a apporté vraiment la réponse. Enfin, c'était en tout cas un élément de réponse vraiment très important. La question du sens, en fait. De pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, c'est vrai que si on n'a pas forcément de réponse, ça peut, je pense, procurer beaucoup de mal-être. Et notamment, même sans aller sur des choses des questions aussi importantes, mais bon, par exemple, pour les choses même plus simples, hein, comme le travail, des fois on ne voit pas forcément le sens, et du coup, ça peut poser un problème en fait de bien-être ou de mal-être. Si on ne comprend plus vraiment qu'est-ce qui est derrière tout ça. Par exemple, ou à la science, les progrès scientifiques, bon, ok, la science, elle trouve toujours des nouveautés, etc., mais je sais pas, enfin, ça pose quand même des questions. On peut se demander si c'est vraiment, s'il y a du sens vraiment derrière. Et je trouve. T'entends quoi par sens? Le sens, la finalité finalement. Enfin, la sens, la finalité, puis une sorte d'objectif entre guillemets ou de signification. De signification, et puis aussi de quel est l'aboutissement de ce que je fais, à quoi ça sert, la finalité finalement aussi. Je trouve que c'est des questions qui peuvent vraiment être au cœur du bien-être, du mal-être. Ouais, et je pense que ça, j'ai l'impression que dans les traditions contemplatives, l'hindouisme, le bouddhisme par exemple, c'est un facteur important dans l'esprit aussi d'avoir cette aspiration. Parce que si on a un potentiel, ce potentiel, il doit venir avec une aspiration. Parce que le potentiel, c'est pas quelque chose qu'on a exprimé maintenant. C'est quelque chose qui est possible. Donc si c'est quelque chose qui est possible, il faut qu'on aille vers cette chose-là. Et l'action d'aller, c'est pas simplement de se leurrer pour se trouver un truc à faire, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. C'est pas un hobby. C'est juste que voilà, il y a quelque chose à développer dans notre esprit. Donc de savoir que c'est possible là, ça soulage. Ouais, c'est fondamental. Ça soulage, mais pas vraiment, encore une fois, pas dans le sens de s'inventer un sens qui n'existerait pas. C'est de se diriger vers ce sens qui existe complètement. Mais pour revenir à ce que tu disais sur justement on a tout et on court après quelque chose, il y a aussi dans les nouvelles pathologies qui apparaissent, il y a aussi chez les jeunes, les très jeunes, qui ont eu une belle petite enfance. Alors moi je travaille à Argenteuil dans la zone pavillonnaire, donc je les vois. Petit pavillon avec jardin, des parents aimants, enfin tout vraiment très très bien. Hein. Et ils ont leur fête d'anniversaire et tout. Enfin, ils font tout. On se croirait dans une série américaine presque. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Tout est bien. Et puis, ils travaillent bien à l'école en général. Hein. Ils ont plutôt des bons résultats. Ils ont des facilités. Ils ne sont pas idiots. Donc, tout marche bien. Et puis, ils arrivent, déjà passage au lycée, bon. Mais encore, ils tiennent la seconde. Après, c'est première. Et alors, surtout, terminale. Vous entendez ? Terminus, tout le monde descend. On descend de l'enfance, c'est fini. Et bien là, ça réveille, à partir de la première, ça réveille des niveaux d'angoisse chez ces jeunes qui ont eu tout ce qu'il fallait. Hein. Ils n'ont pas été battus, rien du tout. Tout bien comme il faut. Et c'est horrible. Parce qu'avec la terminale, tout d'un coup, c'est comme si on les a élevés au paradis, on les prend et on les jette en enfer. Voilà, va dans le monde, tu dois savoir ce que tu veux faire, tu dois penser par ton juge, je ne sais pas quoi, ce qu'on appelle. Les parents attendent d'eux quelque chose de très très important, je ne sais pas très très bien ce que c'est, mais en tout cas, eux, c'est terrible. La phobie scolaire, c'est une nouvelle pathologie. Hein. On en a combien ? 4000 en France, je crois. 4000 élèves qui sont déscolarisés parce qu'ils ne peuvent plus. C'est des niveaux. Et une phobie, c'est pas simplement j'ai peur. Non, c'est une angoisse très très forte. Hein, Évidente. Une phobie, c'est vraiment c'est très très lourd quoi. Donc c'est dans les nouvelles pathologies, il y a les phobies scolaires, il y a le retrait de la vie chez des jeunes justement qui arrivent. Alors en général, ils décrochent même avant le bac. Il y en a, ils vont jusqu'au bac et ils décrochent après, une fois qu'on les jette, parce qu'on les jette
dans l'université, il y a plein de monde, enfin, il faut être autonome, on ne sait pas d'où ça viendrait, et pourquoi ils n'ont jamais appris à être autonomes, et tout d'un coup, il faut qu'ils soient autonomes, enfin bon, bref. Donc ça, c'est à ce moment-là, mais sinon ils craquent. Alors ils se replient, ça se manifeste sous un repli, ils sortent plus de chez eux, ils s'abrutissent avec les jeux vidéo, parce que ça calme, ça apaise, et ça fait passer le temps très très vite, c'est chronophage on dit, hein. Donc ça fait passer le temps, ils s'y mettent le matin, les parents rentrent le soir, la journée est passée, on n'a rien vu. Donc pas d'angoisse, c'est des stratégies de fuite qui permettent de ne pas sentir le malaise. Donc voilà, et puis plus il reste, plus ça dure, plus c'est difficile de revenir dans la vie, hein, plus c'est compliqué. Donc et ça va jusqu'à 23, 24, 25, 26, parfois plus. Donc où les parents se retrouvent avec leurs enfants qui grandissent mais qui ne peuvent pas, hein, pas qu'ils veulent pas, hein, ils ne peuvent pas. La vie, ça leur paraît un truc. Donc il y a ça aussi, tu vois, dans le bien-être qu'on donne. Et effectivement, quand tu dis, c'est bien d'avoir un peu des problèmes, d'être confronté à des difficultés, parce qu'on développe des choses. Et quand tout est lisse, on se retrouve dépourvu, mais dépourvu, vraiment. Et je rebondis. Pardon ? Des enfants trop préservés. Oui. Et la solution à ça, du coup, pour ces enfants, pour faire ça sainement, enfin sans créer intentionnellement des problèmes de merde. Alors là, c'est une vaste entreprise parce qu'il faut une alerte générale, sociétale, et alerter un peu les parents, les nouveaux parents. On peut faire des accompagnements dans les PMI ou dans des endroits comme ça où on peut accompagner un peu. Les nouvelles pathologies, là, c'est la parentalité aussi. Alors maintenant, on se concerne la parentalité. Il faut aider les parents à être parents. Hein, non mais c'est vrai, c'est sérieux. Hein. Il faut aider les parents à être parents. Alors à ce moment-là, voilà, tu peux essayer. Mais par exemple, le gamin, il va être frustré parce qu'il n'a pas le jouet qu'il a demandé. Et alors, pour qui c'est pénible ? Pour les parents, parce que le môme, il va hurler. Mais si on peut accepter d'avoir un peu de désagrément, on peut apprendre à l'enfant, ce qu'on appelle la temporalisation, c'est-à-dire entre le désir et la satisfaction du désir, on met du temps. On apprend à supporter la frustration. Aujourd'hui, intolérance à la frustration. Non seulement je veux tout, mais je le veux tout de suite, immédiatement, maintenant. Et si ça n'arrive pas, je hurle, c'est insupportable. Je mange, je pique une crise. Malika, tu voulais t'exprimer ? Je fais exactement le même constat puisque je travaille énormément avec des terminales qui ont du mal pour le bac parce que tout simplement... Mais après, moi, je vois pas ça seulement sous l'angle des parents parce qu'il y a aussi l'éducation nationale qui travaille pas du tout sur la confiance en soi, l'estime de soi, toutes ces choses qui font que un élève de terminale se retrouve tout à coup avec le grand oral, parce que maintenant il y a le grand oral du bac, et puis ils vont devoir parler devant des professeurs, et ils sont pas à l'aise avec ça, ils échouent complètement. Déjà là, l'oral blanc, ça a été... c'est des gros échecs, parce qu'ils se retrouvent à pas savoir parler, des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, j'entends beaucoup d'élèves qui me disent, alors qu'ils sont très jeunes, qu'ils ont des crises d'angoisse. Et je trouve qu'il y a beaucoup aussi l'école qui joue, parce qu'on dit les parents, mais nos enfants, à 70% de leur journée, ils sont quand même à l'école, quoi. Donc certes, on les récupère le soir, on fait ce qu'on peut, quoi, mais je veux dire, que fait l'éducation nationale ? Enfin, moi, quand je vois ce qui se passe sur le terrain, je pourrais te dire, même émettre un diagnostic et dire que 80% des gens sont en burn-out, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent plus dans cette profession et qui se reconnaissent pas dans ces nouveaux élèves qui arrivent. Ils sont pas pires que la génération d'avant, c'est juste qu'ils sont plus éveillés, ils attendent autre chose, ils ont envie d'autre chose et ils se retrouvent face à un gros dinosaure qu'est l'éducation nationale qui répond pas du tout à leurs attentes. Et en effet, demander à un élève après à 17 ans qu'est-ce que tu veux faire, puis ce Parcoursup là qui dès le départ les stress, mais c'est juste une horreur, avec plusieurs propositions, ils doivent faire plusieurs propositions et parfois leurs choix ne sont pas respectés en plus. Donc ils vont faire ça parce que on les a autorisés à faire ça, mais ils auraient préféré faire autre chose. Donc c'est un peu compliqué là. Et en effet, je vois beaucoup de gamins en souffrance et ça commence très tôt. Enfin, moi je peux même dire qu'à partir de 7 ans, j'ai entendu des enfants me dire à quoi ça sert de vivre, Malika. 7 ans. Dans mes cours de théâtre d'impro, ça sort sur scène à quoi ça sert de vivre. Donc il y a vraiment un mal-être qui est là et justement c'est pour ça que moi j'aimerais bien que le bouddhisme il arrive un peu plus dans les écoles aussi, tous ces enseignements qu'on a
Mais alors pas la version bouddhiste, hein, parce que j'ai compris très vite que même déjà je peux plus utiliser. Ça va être compliqué, hein. On peut même plus Il utiliser. va falloir inventer un le mot nouveau nom. méditation. Parce que... non, je plaisante. On peut même plus utiliser le mot méditation parce qu'on nous dit très vite, ça, on nous parle de dérive sectaire, donc on est obligé de parler de pratique de l'attention. Moi je dis pratique de l'attention dans mes cours, je fais attention parce qu'automatiquement. Mais c'est vrai que au niveau des parents, on devrait nous enseigner tout ça et pas attendre qu'on tombe. Au niveau des parents, les parents, ils sont pleins de bonnes intentions. Hein. Oui. C'est les résultats qui sont pas forcément bons, mais ils veulent élever leur enfant avec le plus d'amour possible. Et ils le font, ils élèvent leur enfant. Il n'y a pas tellement de fautes. C'est juste que vraiment, ils donnent le maximum de ce qu'ils peuvent. Ils ont envie. Eux, ils disent, mon enfant, je veux qu'il soit heureux. Je veux. Donc, c'est plein de bonnes intentions et du vrai amour. Hein. Ils les aiment, leurs enfants. Hein. C'est juste que... Mais même ça, c'est une injonction mentale, c'est ce qui m'explique pour eux. Parce que même ça, c'est une injection pour eux. Mais être heureux, ça devient l'injonction. Leurs parents leur disent souvent, moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Et ce qui fait que quand ils sont malheureux, ils ont l'impression que ils répondent pas aux désirs du parent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais ça rentre aussi dans le cycle de la difficulté d'exprimer ses émotions, et notamment les émotions qui sont pas positives, qui sont pas le bonheur, qui sont la frustration, qui sont la colère, qui sont... moi, je remarque aussi, en lien toujours avec ce qu'on dit, c'est que c'est qu'aussi la fascination qu'on a pour le plaisir aujourd'hui, je ne sais pas si on n'a jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, autant de temps voué à notre propre plaisir. Mais bien sûr que la contrepartie de ça, c'est une allergie profonde à l'inconfort, à la frustration, parce qu'on est addict complètement du plaisir. Et de l'immédiateté. De l'immédiateté, les réseaux sociaux, les TikTok, ça nous injecte sans arrêt du plaisir qui est renouvelé chaque seconde. Donc évidemment que l'esprit s'adapte à ça et finit par le vouloir sans arrêt. Et de refuser que y a des choses qui sont bonnes dans la vie, qui ont besoin de temps aussi, qui ont besoin de maturation, qui ont besoin de frustration, qui ont besoin d'échecs, qui ont besoin qu'on se casse la gueule plusieurs fois avant de trouver la meilleure manière d'avancer. Et je pense que ça, c'est aussi la contrepartie de notre société qui est très portée sur le plaisir. On va passer à la dernière partie, oui, parce qu'on a bientôt terminé. Oui. Par une petite méditation, mais avant on va revenir un peu, parce qu'on était quand même le thème, le mal-être. Le mal-être, donc, la présentation qu'on pourrait faire, et je pense que si on devait le redéfinir aujourd'hui ou le définir dans le bouddhisme, on dirait que c'est vraiment une manière de connaître. Parce que c'est une forme de conscience. C'est une manière de s'engager avec les choses qui nous arrivent. C'est une manière de s'engager avec les choses qui nous arrivent, tout à fait. Et c'est une manière qui est certainement mêlée à de l'exagération des problèmes, et à une minoration, de diminuer, de minorer notre potentiel ou le potentiel qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment un système de valeurs qui est complètement déséquilibré. Et on parlait de notre attachement au plaisir, mais on cite dans le bouddhisme que les obstacles ont une qualité aussi. Et leur qualité n'est pas intrinsèque, mais il faut reconnaître que quand on a des problèmes, ça nous porte vers les autres, ça nous rend un peu moins arrogants, ça nous pousse à trouver des moyens pour sortir de ça, ça nous rend créatifs. Et en fait, il y a toute une liste de quand il vous arrive des tuiles, prenez ces tuiles comme des moyens positifs de trouver quelque chose à faire pour vous transformer. Et ça, je trouve que c'est vachement bien, parce que c'est pas il faut absolument que j'ai le plaisir, et le déplaisir et les problèmes sont nécessairement mauvais. Non, on se rend compte que avoir une approche équilibrée des obstacles, c'est peut-être le meilleur moyen pour avoir un plaisir qui est pérenne, ou ce qu'on appelle le bonheur en fait. Excuse-moi, oui. Avant qu'on fasse la méditation, oui. On fait le retour, on fait le... Après peut-être. Après, d'accord. Ouais, je vais faire un quart d'heure, je ne vais pas faire très long. D'accord. Donc, de la même manière que Martine a présenté quelque chose qui pourrait être dans les méthodes qu'on utilise à long terme pour un petit peu traiter, ou en tout cas diminuer le mal-être, ou en tout cas vivre mieux avec. Prendre conscience aussi, prendre conscience, c'est important. Le bouddhisme, mettons qu'on ait fait déjà la première méditation de Martine, et qu'on l'ait fait pendant plusieurs semaines, on pourrait faire une étape supérieure
qui vise un peu à reconnaître l'absence de ce mal-être en nous. Rajouter. L'absence de ce mal-être en nous, c'est une première étape. Et la deuxième étape, ça pourrait être de se dire, ben voilà, il y a deux choix possibles. Soit le mal-être et moi ne sommes qu'un, je suis mal-être, ou soit je le possède. Et si je le possède, il n'est pas moi. Sinon, ça ne sert à rien de posséder quelque chose. Soit je suis ma voiture, soit je la possède. Mais je ne peux pas être les deux. Et donc on utilise la logique, tout simplement. Les bouddhistes, dans leur méditation, sont très logiques, parce que c'est les mêmes prérogatives qu'on a quand on fait un calcul ou une équation mathématique. Là, c'est la logique qui nous fait dire, ok, il y a mon mal-être. Deux possibles relations que je peux avoir avec le mal-être. Soit c'est moi. Soit c'est pas moi. Bon, si c'est moi, comme moi je suis tout le temps là, le malaise, il doit être tout le temps là. Le mal-être doit être tout le temps là. Est-ce que c'est ce que j'observe? Je médite et j'observe. Et j'observe. Et j'arrive à une conclusion ferme. Soit il est différent de moi, et je peux commencer à me dire, il est complètement différent, c'est pas moi. C'est absolument pas moi ce truc. Il y a un moi qui subit ça, mais c'est pas du tout moi cette chose-là. Et là on médite sur la conclusion, avec un esprit stable et clair, à travers le travail sur la méditation de placement, ce qu'on appelle, qui va viser à accroître les qualités stables et claires de l'esprit, pour qu'au moment où on va découvrir quelque chose en nous, à travers ce raisonnement, on va se dire « Waouh! Pourquoi je m'associe à ça? Pourquoi je m'associe à ce mal-être? Est-ce que c'est pas l'association au mal-être le problème, en fait? Que je suis sans arrêt en train de penser « je suis mal ». Comme si, quand je dis ça, le mal-être et moi sommes complètement fusionnés. Donc c'est peut-être une étape un peu plus complexe parce qu'elle est un peu plus analytique, un peu plus technique, un peu plus logique. Mais je pense elle vient trouver quelque chose de puissant pour cultiver l'inverse. Non plus ce qu'on appelle la méconnaissance de nous, autrement dit l'ego peut-être, mais une forme de sagesse qui est de savoir comment on existe. Je n'existe pas comme étant absolument fusionné à mes états mentaux que sont la colère, le ressentiment. C'est des choses qui sont venues quand il y a eu un environnement, quand il y a eu de l'eau, de la terre et du soleil, la graine, pouf, elle sort, il n'y a rien à faire. Cette graine, elle surgit en moi, voilà, j'ai du mal-être parce que j'ai créé des conditions, l'environnement a aidé à ce que ce mal-être surgisse en moi, et c'est simplement une manifestation naturelle, le mal-être, de choses qui ont dysfonctionné. Et alors, on peut commencer à se dire, mais voilà, mais je ne prends plus le mal-être comme quelque chose de négatif, mais je commence à le prendre comme un indicateur. Comme on voit des plantes indicatrices dans le sol qui indiquent le type de sol dans lequel elles poussent. Et bien là, on peut voir ce mal-être comme un indicateur de choses qui ont dysfonctionné, mais qui ont permis leur existence. Donc la méditation qu'on va faire, en gros, il faudrait faire la moitié du temps de méditation pour développer les qualités claires et stables de l'esprit, pour pas faire que quand on va faire le raisonnement, on va dire oui, ben c'est vrai, je suis pas le mal-être. Bon, ok. Je vais me faire un ciné parce que je me sens quand même vachement pas bien. Le but, c'est que la méditation, elle soit brillante, c'est-à-dire que les choses qu'on découvre, parce qu'on a développé du calme et de la stabilité mentale et de la clarté mentale, on les découvre et tout à coup, ça fait... On arrive à faire... Ça fait clair, tout à coup on se dit, mais ouais. Et là, la guérison, on peut dire, là, on a une injection de l'antidote. Un petit shoot, quoi. Un petit shoot de l'antidote, du médicament. Sauf que le médicament, va falloir le répéter, parce que la méditation, c'est, on dit méditation, mais c'est une familiarisation. C'est-à-dire, on revient encore et encore, on s'entraîne. Ok ? Donc, je vous invite à prendre une position confortable. Quelques minutes seulement, c'est vraiment un avant-goût de ce qui est possible. Peut-être ça vous aidera, peut-être pas, mais on l'essaye. Et là, on se porte simplement sur la respiration, sur l'inspiration, l'expiration. Et prendre notre attention, nos capacités de concentration, absolument comme elles sont maintenant. La voix commence où je suis.
Si je suis distrait, ben voilà. C'est l'environnement avec lequel je vais travailler, c'est d'ailleurs pour ça que je médite. Et quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Il n'y a que ça à faire. Et même si je ne le fais pas très bien, c'est pas grave. Particulièrement sur l'expiration, vous pouvez sentir que votre expiration accompagne la diminution des tensions que vous pouvez percevoir dans les épaules, dans votre dos, sur votre visage, comme si dans l'expiration vous vous installiez un peu plus dans le présent, comme si vous étiez une voiture abandonnée dans la nature, auquel on aurait enlevé la batterie, enlevé les câbles électriques et qui est là, posé simplement. Et on accompagne le souffle à se calmer doucement. On accompagne cette relation symbiotique entre le souffle et notre esprit. Quand le souffle se calme, l'esprit se calme, et l'esprit se calmant, le souffle va se calmer. Et on l'accompagne sans le contrôler plus que ça, avec patience, comme quand on essaie de calmer un enfant qui pleure, on n'essaie pas de forcer, on sait que ça va prendre un peu de temps. Et de la même manière, pendant la méditation. Et on va faire comme ce qu'a plus qu'initié, ce qu'elle a guidé, Martine, de reprendre ce souvenir, on va servir de celui-là, puisque justement il a déjà été évoqué, ce souvenir d'un épisode difficile. On va essayer de faire, pas revivre, parce que c'est pas vraiment faire revivre, c'est en tout cas essayer d'en avoir une image, un souvenir de qu'est-ce que ça faisait de vivre ce moment. Et vous voyez peut-être que quand vous faites revivre ce souvenir, votre esprit trouve quelque chose. Ça pouvait être une pensée, ça pouvait être un ronron mental, une rumination, quelque chose qu'on se répétait, quelque chose qui était de l'ordre d'une sensation, d'une émotion négative, de quelque chose de déplaisant. Quand on s'en souvient, il y a quelque chose qui nous apparaît, on trouve quelque chose.
notre esprit qui était incontrôlé peut-être, notre peur. Eh bien, l'étape qu'on peut faire, et qui est une étape vers la guérison, c'est d'observer dans notre esprit la présence ou l'absence de ce mal-être. Et bien entendu, au départ, la tendance va être de dire oui, il est là, mais il faut veiller à ce qu'on ait une rigueur, que si on dit qu'il est là, il faut avoir trouvé quelque chose. Et on a vu en début de session que peut-être une sensation déplaisante, c'était pas nécessairement ça le mal-être. C'est pas nécessairement que je me sens mal, le mal-être. Donc en fait, le jeu de la méditation, maintenant, ça va être de reconnaître quand il est là et quand il n'est plus là. Et particulièrement quand il n'est plus là. Et de le reconnaître avec clarté. Si vous pensez qu'il est là, il faut être sûr de l'avoir vraiment localisé. Et même s'il est là, vous pouvez observer comme il évolue, comme il se transforme, comme il n'est pas toujours à la même intensité. Et parfois même, on a l'impression de l'avoir localisé, mais tout à coup, on a notre esprit qui bouge vers la sensation qu'on a de nos fesses sur le coussin, on rétablit notre position. Et pendant ce moment-là, est-ce que vraiment il était là, le mal-être ? Alors c'est un exercice qui prend du temps, beaucoup de répétitions pour arriver à trouver l'absence de ce mal-être. Parce que ça va à l'encontre de notre propension naturelle, quand on ne se sent pas bien, de se dire je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, mais en fait c'est l'action de se dire je ne me sens pas bien qui participe au mal-être. Parce que parfois on ne reconnaît pas vraiment l'objet du mal-être. On dit je me sens mal, mais est-ce qu'on l'a vraiment trouvé ? Est-ce qu'on a vu qu'il évoluait, ce mal-être ? Est-ce qu'on a vu qu'il se transformait, qu'il n'avait pas toujours les mêmes niveaux d'intensité ? Et même si on ne se sent pas forcément malheureux, de savoir reconnaître qu'on n'a pas de mal-être, ça peut être une pratique assez réjouissante en fait. Pratique de se dire, ben voilà, je suis plutôt bien aussi. Ça peut accroître notre joie, se dire, ben voilà, je suis à l'aise. Trouver l'absence. Trouver les moments où il n'est pas là. Ça ne veut pas dire le chasser. Non, ça veut dire simplement reconnaître quand il n'est pas là.
Au départ, c'est à peine visible. On se dit, ouais, mais il est tapis, il est là, il est derrière, il attend de bondir, il va revenir à nouveau. Ouais, mais il n'est pas là, sur le moment. Il y a donc moi qui suis sans lui. Et ça, quand on en réfléchit, ça invalide complètement la position que moi et le mal-être, ces deux choses soient totalement fusionnées. Par exemple, moi, François, et ma tête, bon, ces deux choses-là, elles vont ensemble. C'est difficile de penser que je vais pouvoir aller dans la rue, que ma tête, elle reste là. Si le mal-être et moi étions la même chose, que l'un ne pouvait pas être séparé de l'autre, alors je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant, de voir l'intérieur de mon esprit et de constater une absence de ce mal-être. Et alors, je peux commencer à me dire, mais je ne suis pas cette chose-là. Et que la souffrance, l'angoisse, peut venir aussi de cette perception, je suis tout entier, moi, mal-être. La vie est faite à la fois de potentiel et d'obstacles. Et je crois profondément que le mal-être vient d'une observation excessive des obstacles. Quand on observe l'absence de ces perturbations, l'absence de mal-être, même pour une seconde, alors on commence à mettre le doigt pour récupérer la compréhension de notre potentiel. La compréhension que j'ai l'absence de ces choses pour lesquelles je m'identifie. Moi, je ne peux pas méditer, moi, je suis toujours en colère, moi, je suis distrait. Cette fusion qu'on fait quand on met le doigt et qu'on observe l'absence de ces choses-là, on commence à mettre le doigt pour dérouler la bobine du potentiel. Et pour rééquilibrer l'esprit. L'esprit en a besoin. L'esprit ne peut pas vivre et s'épanouir totalement si on n'observe qu'une partie de la réalité et qu'en plus on l'exagère totalement. Et on va pouvoir calmement conclure cette courte méditation. Donc, une méditation qui a un avant-goût un peu squeezé de ce qu'on pourrait faire, hein, mais on pourrait passer plutôt 20 minutes ou plusieurs sessions à calmer l'esprit et après vraiment mener cette exploration. Je pense que ça peut être beaucoup plus fort. Et ça rentre vraiment dans le contexte de ce qu'on appelle la sagesse, mais en fait c'est la conscience discriminante. La sagesse dans le bouddhisme, c'est en fait une conscience qui vient comprendre. C'est pas une bibliothèque que j'ai dans la tête, la sagesse. C'est juste mon esprit qui vient voir clairement, qui perce à nu les choses comme elles sont. Et notamment dans le rapport qu'on a avec nos propres habitudes.
parce que dans le mal-être, il y a aussi l'identification. On s'identifie parce qu'on a eu des épisodes difficiles dans la vie, on s'identifie à ces choses-là, et en s'identifiant, on les perpétue sans arrêt. On les renforce, comme ce que disait Martine sur les sillons. Donc le meilleur moyen, c'est de voir que on n'est pas ça. Ce qui est une forme de sagesse. On va conclure cet après-midi. Est-ce que vous avez des remarques à nous faire? C'est un pilote, c'est la première fois qu'on le fait au centre, ce dialogue entre psychologues et bouddhistes. Juste un rappel, demain, on a Éric Meurim, psychanalyste, et François-Xavier Coll, psychologue. On va parler du manque en lien avec un peu l'addiction, puisque François-Xavier Coll travaillait avec des personnes toxicomanes, je crois. Et en juin, on a une session sur l'hyperactivité. Pas l'hyperactivité, vivre la sursollicitation. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des remarques sur des choses qu'on pourrait améliorer? Est-ce que c'est... Un petit retour, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez pensé, de ce que vous en pensez même. Oui? Moi j'aime beaucoup parce que comme toujours ici, c'est très pratique. Donc c'est pas juste de la théorie, c'est qu'on met en application et on part avec des outils, des ressources. Donc non, mais c'est très enrichissant. Et est-ce que tu trouves qu'on pourrait apporter quelque chose pour enrichir un peu le format, ou je sais pas, N'hésitez pas en ligne aussi, si vous voulez vous exprimer. Moi, ça n'est pas un retour sur ce qui a été dit, mais il y a deux personnes qui parlent en même temps, c'est ça? Pardon, Isabelle? Je pensais qu'il y avait une autre personne qui parlait en même temps que moi. Oui, il a levé la main, mais ça arrive souvent en ligne, avec les gens qui sont ici. Désolée, oui, je voulais vous remercier tous les deux, c'était très intéressant. Et je voulais vous dire juste de façon anecdotique que j'ai acheté il y a un certain temps un livre qui s'appelle Le bouddhisme tibétain et sa psychiatrie. Alors là, c'est rare qu'on associe ces deux termes en fait. Et c'est une démarche holistique. Donc on peut voir sur Internet, si on tape le bouddhisme tibétain et sa psychiatrie, on a un petit résumé. Je ne sais pas si c'est un livre vraiment intéressant, vraiment, comment dirais-je, circonstancié, mais bon, pourquoi pas. Merci Isabelle. À un moment donné, quand tu as fait des exercices, tu as parlé d'atelier, et moi je me suis projeté sur peut-être des demi-groupes, des choses un peu plus moins séminaires, et après un échange, tout ça. Peut-être un format comme ça. Une demi-heure. Ouais, mais c'est difficile parce que comment tu veux diriger plusieurs petits groupes en même temps? Si? Je sais pas, peut-être. Après, il y a un peu comme on fait des groupes de discussion. Ouais, ça pourrait être possible. Ouais, c'est bien aussi. Je suis d'accord. C'est intéressant l'interactivité entre la psychologue et vous-même. Très enrichissant. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui? Vous avez peut-être une petite graine, un petit truc Oui. Oui. Oui, c'est beaucoup même, pas un peu. Déjà un petit peu, c'est bien. Tout ce qu'on a fait avec, parce que bon, les méditations bouddhistes, on connaît un peu mieux ici, et tout ce que tu nous as fait faire, à la fois, moi, ça m'a montré des différences, non. Mais finalement, je crois qu'il n'y a pas tant de différences que ça. Et même quand tu disais des choses différentes par rapport à Martine, c'était finalement pas si différent. Le sens, ça touchait le C'est la forme qui est différente. Mais dans les échanges qu'on a, nous, c'est super de travailler ensemble parce qu'en même temps, on a des approches différentes sur une façon de voir, une terminologie différente, mais ça va tout le temps dans le même sens. On fait un groupe de travail sur la relation d'aide. On va reprendre d'ailleurs. On l'a un petit peu laissé de côté, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que c'est hyper complémentaire aussi.
moi ça m'enrichit vachement. Tu disais que tu sais pas ce que peut apporter, enfin, je sais pas ce que le bouddhisme peut apporter à la psychologie ou la psychologie au bouddhisme, mais les psychologues apportent au bouddhisme que je suis pas mal de choses. Tu peux en dire plus sur ce groupe de travail? Oh, c'est vraiment, tu veux en parler peut-être? Non, vas-y. La relation d'aide, comment on peut la décrire, la relation d'aide? Par quel processus on arrive à conduire quelqu'un à exprimer son potentiel? En gros. Donc il y a à la fois l'écoute, parce qu'on essayait de voir les points communs qu'il y avait entre l'écoute avec un psychologue, de l'écoute quand quelqu'un vient nous voir en tant qu'enseignant bouddhiste par exemple, et de voir les points communs aussi. Donc il y a la relation d'aide pour essayer de trouver un peu comment sont décrits les leviers pour essayer de faire en sorte que quelqu'un exprime son potentiel dans la psychologie, dans le bouddhisme. Je le dis bien, oui. C'est un groupe de travail, hein, donc forcément on met, comment on dit, tongue-sync. Voilà, on met les cerveaux ensemble et puis on touille et puis on fait chauffer un peu et puis voilà, il sort des choses. Et bien voilà, cette journée, cet après-midi est terminée. Merci. Merci à vous d'être venus, vous êtes déplacés. Ouais, merci, c'est cool. C'est bien.